Salut, c'est Guillaume Canet. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux à Cannes, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume. Aujourd'hui on est le jour 4 que j'enregistre littéralement 6 heures après le dernier épisode. Bon, j'exagère un petit peu mais vraiment Cannes c'est ça, Cannes c'est voir plein de films enregistrés tout le temps et dire oh là là, dis donc le temps passe lentement. Je sais pas trop, c'est mon édito du jour, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai envie de remplacer Pascal Praud, donc voilà, je tente mes petits coups de gueule de Cannes. Un épisode qui va se faire sous notre douce voix pour essayer de ne pas réveiller les voisins, parce que nous enregistrons à minuit 50, donc pour les plus téméraires d'entre vous qui écouteront l'épisode dès 5h, dites-vous qu'il a été enregistré au moment où j'étais en train de faire un petit dodo. Bref, une introduction beaucoup trop longue, surtout pour dire rebonjour Clément. Bonjour. Et oui, on te retrouve depuis 2 épisodes, tu nous manquais, donc c'est sympa. C'est faux, mais c'est sympa. Oui, c'est faux, j'en peux plus de toi, je te vois chaque séance, tu es là, j'essaye de te fuir, mais fuis-moi je te suis, et là tu me suis à chaque fois que je te fuis, donc voilà. Mais on se retrouve pour parler de 3 films aujourd'hui, mon cher Clément. Et oui, et quel film? Il y a de tout, bon, c'est le cas de le dire. Ah oui, non, mais totalement, et il y a des bonnes et des surprises un peu plus étonnante, on va dire. Donc, les 3 films en question dont nous allons parler, c'est tout d'abord La Petite Dernière de Asfia Erzi, film qui était très attendu par une partie de la cinéphilie et de la presse notamment. Eddington, le film événement de la journée, je dirais, je pense, de par son casting et surtout son réalisateur Ari Aster. Et un petit film pour finir, Baise en ville de Martin Jova. Mais faisons les choses dans l'ordre. Commençons tout d'abord par La Petite Dernière de Asfia Erzi. Alors, peut-être que vous avez pu l'entendre dans quelques-uns de ces épisodes. Asfia Erzi, je l'ai découvert très récemment avec Tu mérites ton amour, donc son premier long métrage, et j'avais détesté. Je n'avais absolument pas aimé que ce soit ou la forme, ou l'écriture des personnages, ou même le jeu de manière générale, l'écriture. Je n'avais absolument pas réussi à rentrer dedans. J'avais même dit grossièrement, c'est du niveau d'un film étudiant et un film d'appartement. J'avais écrit. Et putain, qu'est-ce que j'ai pas vu arriver La Petite Dernière, parce que vu que j'avais complètement baissé mes attentes, j'ai pris un film d'une beauté qui m'a complètement saisi. J'ai pas trop envie d'en dévoiler autour du film. Dites-vous juste que c'est une jeune fille, alors qui est fin de l'adolescence, début d'âge adulte, qui est la petite dernière d'une famille de 3 sœurs, et qui surtout, au moment où elle est en train de s'affirmer, de se chercher en tant qu'adulte, il semblerait qu'il y ait dans sa vie amoureuse, sentimentale et un peu sexuelle, quelque chose qui soit différent de ce qu'elle aurait pu interpréter elle-même. Ça va parler de l'amour naissant et l'amour lesbien. Et comme je vous dis, j'ai adoré. Alors, on retrouve des thématiques qu'on voyait déjà dans son premier long. Alors, j'ai pas vu son second, donc je pourrais pas trop faire de comparaison avec. Mais cette idée de construction, voire de reconstruction à travers la relation amoureuse, c'est un point que j'avais difficilement aimé dans Tu mérites un amour, mais j'aimais bien cette idée de on se construit à travers les autres, et ça c'est exactement le personnage qu'on a aujourd'hui dans la petite dernière, et plus même par rapport à ça, c'est plus qu'elle essaye de se construire par rapport aux autres, c'est que aussi elle essaye de trouver sa place, et je trouve que c'est intéressant de trouver sa place au sein de la société, trouver sa place au sein de son école, trouver sa place au sein de sa famille, et trouver sa place au sein de une nouvelle communauté, une communauté queer. Et je trouve que le fait d'écrire son personnage à travers du coup toutes ces thématiques qui la traversent, ça la rend attachante, et ça fait que son parcours, très vite, on suit son parcours avec elle. Et puis beaucoup l'ont dit, Ezri elle s'est fait connaître par Keshish, si mes souvenirs sont bons, et on sent que c'est un cinéaste qui l'a énormément influencé dans sa mise en scène, parce que c'est caméra à l'épaule, toujours très près des personnages. Et alors j'ai pas vu de Keshish, mais de ce que je pourrais retrouver du Keshish chez elle, je trouve qu'elle a une manière de sublimer le corps, de sublimer le sensuel. Il y a énormément de douceur envers ses personnages et envers les rencontres qu'elle fait. Il y a une scène de douche que je trouve très belle. C'est vraiment plein de douceur
et c'est un film qui m'a complètement emporté. Je suis extrêmement heureux de l'avoir vu. Et Clément, je crois que toi aussi, ça a été un petit coup de cœur, hein, ce film. Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, on va commencer par les bases. Avzi Herzi, on l'aime. Oui, par contre, si j'avais du mal en tant que réalisatrice, en tant qu'actrice, elle domine tout, évidemment. Voilà, c'est une de nos meilleures actrices françaises, peut-être la meilleure. Quand elle a obtenu le César l'année dernière avec Borgo, le César de la meilleure actrice, et on était bien contents car ça fait dans tous les films qu'elle a joué, on se disait mince, elle joue super bien, elle est incroyable, elle devrait obtenir le César. Qu'est-ce qu'elle était bien dans l'attachement? Oui, oh, putain, le ravissement. Le ravissement, putain, qu'est-ce qu'elle était bien dans le ravissement. Et elle s'est fait connaître évidemment avec Keshish, dans La Graine et le Mulet notamment, mais aussi dans ses films ultérieurs. Et alors moi, contrairement à toi, j'ai vu tous les Keshish et j'adore Keshish. Je trouve que c'est un de nos meilleurs cinéastes. Et Avzia est tout bonnement incroyable, elle joue juste. Et elle a un jeu qui a été formé par Keshish justement. C'est un jeu assez vigoureux. Et on retrouve des marques de ce cinéma-là dans le film qu'elle nous propose. Pas tant dans le jeu, je trouve, de ces actrices, mais dans la mise en scène, comme tu l'as dit. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, tu as parlé de la place dans la société, et moi, ce que j'ai aimé, justement, c'est à l'inverse, c'est toute la question du cheminement intérieur. Oui, complètement, oui, bien sûr. Parce que le film n'est pas tant sur l'impossibilité d'assumer ses désirs à cause de son milieu social. C'est ce qu'on pense en voyant. Moi, j'avais pas lu le livre de Fatima Das. Donc au début, c'est ce qu'on pense. On voit notamment, il y a ses amis, et ses amis à l'école qui parlent de PD, qui se moquent d'un homme qui est efféminé, etc. Et c'est les premiers à la qualifier de lesbienne, avant même peut-être qu'elle-même s'en rende compte. Voilà, donc à partir de là, on se dit elle va chercher sa place dans son milieu social. Et en fait, pas du tout. Moi, je le vois pas comme ça, le film, parce que justement, ça peut aller, ça peut se passer très bien. Il y a notamment une discussion avec la mère, je divulgage un peu, où on sent qu'elle pourrait faire son coming out auprès de sa mère et que ça se passerait très bien. Et peut-être même, moi j'ai l'impression que la mère le sait déjà et qu'elle attend juste que sa fille lui dise. Mais là où c'est intéressant, c'est que toute la question du cheminement intérieur et de la conciliation difficile entre la foi et l'homosexualité. On rappelle qu'aujourd'hui, il y a pour toutes les religions, des groupes de personnes, des groupes de parole, de gens qui essayent de discuter pour essayer d'allier leur foi personnelle et leur homosexualité qui est en contradiction avec ce qu'ils ressentent en termes de foi. Avec les principes des religions, notamment les principales religions monothéistes qu'on connaît, donc dans la chrétienté, bon, on va dire le catholicisme qui est la branche la plus connue, l'islam et du coup le judaïsme, l'homosexualité est prescrite. Et le film le dit explicitement à un moment avec une discussion avec un imam. Oui, voilà, c'est ça. On a des quand elle interroge un énième bigot, comme dans toutes les religions, il lui fait pas de cadeau de ce côté-là. Le film joue sur la difficulté d'accepter ses désirs, et notamment du premier coming out. Parce qu'en vérité, les coming out, il y en a toujours deux. Il y a celui qu'on fait auprès des proches, et il y a celui qu'on se fait à soi-même, qui est peut-être le plus difficile, qui précède le second, mais qui est souvent le plus compliqué. Et c'est cette question-là. C'est est-ce que j'arrive à m'accepter en tant que musulmane pratiquante, est-ce que j'arrive à m'accepter en tant que lesbienne? Et c'est un cheminement qui est douloureux, qui est lent, et c'est ce qui fait que ce film est très beau. Et Avzi Herzi réussit pour moi son pari. Elle fait un film vraiment très très bon. Et même auprès de cette question, elle laisse quand même quelque chose en suspens, parce que en fait, à un moment, tu le vois arriver parce que le film, dès l'ouverture, elle fait ses prières, donc tu sais que le film va le traiter, mais en vrai, c'est pas du tout le point central, et c'est ce que j'aime beaucoup. Le point central, c'est elle, ses relations aux autres, et son cheminement, justement, dont tu parles, mais pas uniquement religieux, même le cheminement amoureux. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est vraiment l'intime qu'on y retrouve, et les deux actrices en tête de liste sont parfaites, que ce soit Nadia Meliti, qui perce l'écran, et dont, si je crois Letterboxd, c'est son premier rôle au cinéma, ce qui est fou. Et ensuite une actrice que j'aime beaucoup, que j'avais découvert dans Retour à Séoul de David Chou, qui est un super film et que Clément, toi tu adores, dis oui s'il te plaît.
Plus ou moins. Voilà, Je suis un peu plus mitigé. il est plus dans le moins que dans le plus. Park Ji-min, qui est fantastique dans le film. Tu tombes amoureux d'elle en même temps que l'actrice principale, parce que Erzi a une manière de la filmer. C'est pas du tout du fantasme, c'est plus vraiment ce vrai sentiment amoureux de ce coup de foudre qui arrive, ces silences, ce petit moment un peu palpable, un peu de tension amoureuse qu'elle arrive hyper bien à retranscrire, et les actrices savent très très bien jouer sur 2 tonalités différentes à chaque fois. Mais qu'est-ce que tu y crois à cette relation d'amour, et qu'est-ce que elle peut être belle et passionnelle par instant. Oui, oui, totalement. Et ça sent les révélations au César, tout ça. Du moins, j'espère. Ouais, parce que Park Ji-min, elle était passée il y a 2 ans pour Retour à Séoul. La révélation, elle s'est passée sous son nez. Donc, ou alors, soit révélation, soit meilleur second rôle, mais je la vois plus en révélation. Parce que. Ouais, c'est plutôt la protagoniste que je vois en révélation, mais je pense qu'elle a. Enfin, il y a peu de doute sur le fait qu'elle soit nommée, à mon avis. On verra. Ouais. Robin, je fais le pari ce soir. Eh bien, le pari, on va continuer. Est-ce que, en continuant dans la compétition, nous aurions vu la Palme d'Or? Est-ce que Ari Aster, le fou qu'il est, Hérédité, Midsommar et Boys of Red, pourrait convaincre le jury de la Palme d'Or? Et ben, en tout cas, si le jury, nous le saurons à la fin de ces 2 semaines de Cannes, nous, on peut déjà vous le dire. Et vous voyez, quand vous allez dans le bain, ou en tout cas que vous devez vous laver, et que par erreur, au lieu de mettre de l'eau chaude, c'est l'inverse, et ben c'est un petit peu ce que nous avons vécu. Et oui, nous avons eu une douche froide. Clément, toi, t'es même, je crois, plus déçu que moi. Toi, t'es plus dur envers le film que moi. Et oui, puisque moi j'en attendais beaucoup, j'aime beaucoup Ari Aster. Boys of Red. Je fais partie de ceux qui ont vraiment beaucoup aimé Boys of Red, qui a divisé, je crois, toutes les rédactions, tous les podcasts. Ça a été voilà. Les meilleurs podcasts ont fait des épisodes là-dessus. Voilà, on a fait un épisode spécial sur Boys of Red, tellement on était divisé. Très divisé. Donc moi je fais partie de ceux qui aiment beaucoup le travail d'Ari Aster. Et là, c'était une petite douche froide. En gros, le film, c'est un état des lieux des États-Unis actuels. Plus qu'un état des lieux, une sorte de cauchemar dans le Nouveau-Mexique, où on plonge dans les cercles de l'enfer des États-Unis contemporains. Donc, il y a... Ou peut-être c'est la volonté. Parce que là, je suis pas d'accord avec ce que tu me dis. C'est-à-dire la partie cauchemardesque, pour moi, c'est qu'une partie du film. J'y reviendrai. Mais... Enfin, ce que je dis dans un cauchemar, c'est qu'en fait, il met tout. On a le complotisme, toutes les théories du complot possibles et inimaginables. Okay, oui, le Trumpisme. On a les émeutes. On a le mouvement Black Lives Matter qui débouche sur des émeutes. On a les armes à feu. On a beaucoup de choses. Donc il y a énormément d'éléments. Un peu la même logique que Boys of Red. On avance pour moi comme dans un cauchemar, comme dans des cercles concentriques de plus en plus loin. Alors le problème, il y en a plusieurs, c'est qu'il met tout sur le même plan. Ça, c'est mon premier problème avec ce film. C'est que des théories complotistes qui n'ont pas d'impact sur le réel sont traités de la même manière que des gestes trumpistes ou des coups d'armes à feu. Il met sur le même plan Black Lives Matter. Enfin, il met tout sur le même plan. Il y a un peu du MeToo aussi. Du MeToo aussi. Post-vérité, donc post-MeToo, des accusations infondées. Et en mettant tout sur le même plan, sans rythme. C'est ça aussi, durant la première partie du film, il y a un gros problème de rythme qui n'y avait pas dans Boys of Red. C'est que ça part dans tous les sens, mais ça n'avance pas bien vite, et même on s'emmerde un peu au début. Ouais. Pendant une bonne partie du film, et moi, je me suis... pas de l'exposition, c'est plus de l'introduction. L'exposition, tu vois, ça développe, alors que là, c'est juste, ça introduit plein de trucs, quoi. Oui, c'est ça, c'est fouillis, c'est confus, on a du mal à voir où il veut en venir, et au final, on dirait une sorte de mélange, de patchwork de tout ce qui a pu lui passer par la tête, et sans que ça aboutisse à quoi que ce soit de vraiment intéressant. Je ne lui demandais pas de tout expliciter, bien au contraire, Boys of Red est très obscur sur plein de thématiques.
mais que ce soit cohérent. Il y a même des soucis de cohérence dans le film à des moments. Puis à un moment, j'ai eu cette impression. Pour être tout à fait honnête, je pense mitigé. J'ai encore un peu de mal à totalement poser mon propos et mon regard par rapport à Eddington. Mais je te rejoins justement par rapport à cette première heure et quart. Justement, j'ai vérifié, il y a un moment, au bout d'une heure et quart, où le film, tu dis « Ah, enfin, putain, il se passe quelque chose !» Et j'ai checké mon téléphone pour dire « Putain, quand même, une heure et quart pour arriver à là, t'aurais pu enlever pas mal, hein, Harry, je pense. » C'est que c'est trop long, comme tu dis. En plus, il y a un gros manque de rythme durant ce moment-là. Après, au bout d'une heure et quart, il y a un petit sursaut qui retombe, et après t'as 40 minutes que je trouve extrêmement réussi, qui joue énormément sur la physicalité, j'en parle souvent, mais la physicalité, ça joue sur de la paranoïa, ça joue sur du cauchemardesque, ça joue sur des chutes, etc. Enfin, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ces 40 minutes. Et après, il y a cette fin que je sais pas trop, et en fait, pourquoi je sais pas trop? Parce que ce propos dont tu parles, je ne sais pas exactement c'est quoi son point de vue sur l'Amérique. Je sais pas s'il y a quelque chose qui fait vraiment sens, et si c'est le cas, est-ce que c'est... Je le comprends pas parce que je ne suis pas moi-même américain, parce que dans la salle, il y a des rires, tu sentais que c'était pas des Français qui rigolaient, mais que c'était des gens américains, parce que c'était des références très précises. Alors peut-être que avaient plus des codes, comme nous on pouvait l'avoir avec, je sais pas, Partir un jour, ou peut-être Dossier 137, où ça évoque des trucs très franco-français. Ou alors de l'autre côté, je me dis, est-ce que on n'est pas sur un propos un peu vu et revu, genre oui, l'Amérique, on sait que c'est violent, oui, on sait qu'il y a des manifs qui peuvent éclater, oui, on sait que la police est pas, enfin, il y a des bavures, on sait que le racisme est très présent, on sait que les complotistes existent et essayent d'avoir de l'influence, et donc je suis en mode, si c'est ça que tu as à me dire, je sais pas trop, et justement, c'est ça qui fait que je suis paumé dans le film, c'est que j'arrive pas à mettre le doigt sur ce que veut raconter Ari Aster. Alors peut-être qu'avec les interviews qu'il va faire, etc., ça va devenir plus clair. Mais du coup, je pense que je me trompe. Mais durant le film, t'as presque l'impression de voir un discours de boomer, voire de réac. Et encore, tu vois, Léa nous en parlait tout à l'heure en off. Même son rapport aux réseaux sociaux. Alors, il y a des trucs qui sont très drôles, les pubs que fait Pedro Pascal, les TikTok que fait Joaquin Phoenix. Il y a un humour qui fonctionne, justement, il y a un humour parsemé durant tout le film avec un peu de cynisme. C'est pas tant du cynisme, c'est un peu du décalage par rapport à ces personnages qui n'ont pas l'air de comprendre ce dans quoi ils sont. Mais du coup, nous aussi, il y a des choses qu'on ne comprend pas trop, donc je reste mitigé. C'est pas un mauvais film, mais je pense que c'est peut-être le plus faible de Ari Aster. Moi, je vais te rejoindre sur 2 points. Le premier, effectivement, sur le rythme, il y a un passage lors de la course-poursuite des couteaux qui est très bien. Le problème, c'est Joaquin Phoenix est super bon dedans. Il aurait fallu que ça se prolonge, qu'il garde ce qu'il réussit à obtenir là durant tout le film. Et le deuxième point, par rapport à la réalité, à son point de vue, moi, j'ai aucun problème avec le fait de faire un film réac ou, on va dire, de gauche, progressiste, j'aime pas ce terme, mais... Comme vous voulez, moi, peu m'importe. Tant qu'il y a un propos, tant qu'il y a un point de vue qui est partagé. Et que ça ne fasse pas poser d'étudiants. Comme on peut l'avoir par instant, Dossier 137. Avec un propos, mais Dossier 137, des fois, il a un truc de juste constater ce qui se passe dans la police. Ouais, je suis un peu après, ça va plus loin. Oui. Ça va plus loin après. Attention, on est d'accord, mais voilà. Mais le problème sur ça, c'est moins l'absence de point de vue, je pense, que le fait que le film se veut caricaturer une certaine réalité, mais qu'il est en deçà de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il se veut grossier, il se veut un peu une sorte de farce politique, mais il a 20 ans de retard. Il aurait fait ça il y a 15 ans, ça aurait marché peut-être. Cette fois, non. Et en fait, j'ai le même sentiment qu'à le dernier Bong Joon-ho, Mickey 17. Ouais, pour moi, c'est exactement le même problème. Je comprends, mais Mickey 17, il a une forme que je trouve beaucoup plus... dans laquelle je suis beaucoup moins hermétique. Enfin, j'accroche beaucoup plus à Mickey 17 que là, le Ari Aster qui m'a... Je sais pas, je trouve ça très fouillis. Mais en fait, Ari Aster, depuis Boys Afraid, je trouve qu'il a fait un virage dans sa filmographie qui du coup divise beaucoup plus, parce qu'il y a des gens qui ont adoré du coup Eddington. Clairement ils sont pas autour de cette table, ou John peut-être demain, hein, qui sait, on ne sait pas, mais bon,
on verra bien. Eddington, pas de sortie française. Ah si, je crois que ça va sortir très vite. Je crois que ça sort en juillet, on m'a dit. Donc vous allez pouvoir vous faire votre avis, mais peut-être baisser vos attentes si vous avez un avis de plutôt haute. Comme ça, peut-être vous vous attendrez, vous, à une bonne surprise. Et nous allons continuer avec ce qui a été un énorme coup de cœur. C'était le film, ou un des films que j'attendais le plus de la sélection cannoise. Et qu'est-ce que je suis content, parce que le film est à la hauteur de ce que j'espérais. Je pense que c'est même le meilleur film, la meilleure œuvre de son réalisateur. Nous vous parlons bel et bien de Baise en ville, de Martin Jova. Martin Jova, c'est un cinéaste que j'avais entendu parler, Grand Paris, parce qu'il avait fait un peu de bruit quand il était passé à l'acide, parce que les gens disaient, tiens, c'est un style assez particulier, avec une forme d'écriture, avec un casting sympa. Ok, c'est un jeune prometteur. Et puis, du coup, j'ai découvert ses courts-métrages. J'ai effectivement vu ce style très particulier, très unique qu'il a. Puis j'ai vu Grand Paris très récemment. Ça a confirmé tout ce que je voyais. C'est quelqu'un qui a une maîtrise de l'absurdité, un petit peu, des situations ubuesques, ou en tout cas des réactions assez en décalage par rapport à ce qui se passe dans le champ de l'action. Et puis aussi, il y a un grand amour de la France un peu périurbaine. Bon, c'est un film qui se passe en Île-de-France, mais l'Île-de-France périurbaine. C'est pas Paris, c'est Chelles, c'est Marne-la-Vallée, c'est Cergy-Pontoise. C'est vraiment ce genre de bled dans lequel Martin Jova a grandi, ça se voit, et auquel il est très attaché. Et donc, ça c'est pour le cadre. Là, Baise en ville, c'est l'histoire d'un jeune qui veut avoir un boulot, mais pour un boulot, il faut qu'il ait le permis de conduire, mais pour ça, il faut qu'il ait un boulot, donc il rentre dans une certaine boucle, mais il va quand même essayer, il va trouver un boulot, et il va rencontrer des personnages qui viennent d'une autre dimension, qui sont complètement fous, mais, et c'est une des grandes forces de Martin Jova, il arrive toujours à me les rendre crédibles. C'est-à-dire que je sais que ce personnage ne peut pas exister dans la vraie vie, qui ne vient que de sa tête, mais j'y crois. Quant à Emmanuel Berco en moniteuse d'auto-école, complètement perché, très rentre-dedans, j'y crois. Quant à William Legbill qui est en beau-frère, qui peut tout assurer, j'y crois. Enfin, c'est extrêmement drôle, et putain, mais qu'est-ce que Martin Jova est bon en dialogue. Il a l'art du dialogue, il a vraiment cette prose, il a des punchlines, des fois ça s'envoie de ces trucs, c'est fou, et vraiment bon, j'exagère un petit peu, mais je dis c'est comme si Clouzot s'était mis à l'humour, parce que Clouzot, je trouve que c'est un de nos meilleurs dialoguistes français. Là on retrouve ça, mais avec un truc un peu plus, comment dire, c'est pas de l'argot, mais comme le disait la présentation, il y a ce truc un peu comédie populaire. On sent que c'est pas une comédie qui peut être plus haut que son cul, que le niveau de la critique, mais que c'est extrêmement frais, c'est extrêmement sincère, et ça se ressent, et on sent que toute l'équipe du film, tous les gens qui ont participé à ce film ont été heureux de le faire. Enfin, c'est vraiment un film qui est feel good, et qui, enfin, là on en sort, mais qu'est-ce que j'ai passé un bon moment devant ce film, hein. Et du coup, je suis très 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 enthousiaste devant celui-ci. Toi, t'as bien aimé, t'es peut-être moins enthousiaste que moi, mais t'as quand même bien aimé le film aussi. Tu peux me redire le nom du film, Robin? Baise en ville. Voilà, tout le monde adore dire Baise en ville en insistant à fond sur le en. sur le B surtout. Alors moi, je l'ai trouvé sympathique. Alors contrairement à toi, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Je trouve que c'est une forme de comédie populaire. Exceptionnel, c'est fort, mais c'est juste, c'est vraiment ma came, quoi. Moi, je trouve que c'est une comédie sympathique, avec des dialogues bien ficelés, voilà, qui se tient, qui est intéressant. À petit budget, hein, ça se voit. Ouais. Le jeu est quand même... Emmanuel Berco est très bien. Le jeu du cinéaste-acteur est quand même assez aléatoire. Je suis d'accord, mais pour moi, ça fait partie de son style, quoi, en fait. Ça s'inscrit totalement dans le film. Ça fonctionne quand même. Non, j'ai pas d'éléments à charge contre le film. C'est quand même assez amusant de voir ce film en compagnie de Rachida Dati, parce qu'il s'agit quand même d'un film où on parle essentiellement de capote. Et de le voir avec Rachida Dati dans la salle, qu'on attendait plutôt en compétition dans le Grand Palais, après une montée des marches, de l'avoir dans un petit film à petit budget, qui... à la semaine, au Miramar.
au Miramar, qui a un vocabulaire assez grossier, qui parle de capote et de tout ce qui est autour, hein, et qui se paye le luxe de critiquer à base de blagues Macron, et c'était très drôle. Sans trop en dévoiler, il y a une blague sur le 49.3 et on s'est pris un plaisir à applaudir cette vanne-là, et une vanne où il tape une copie de Macron avec un gilet jaune. Voilà, donc si ça ne vous vend pas le film, et c'est vrai que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de le voir avec Rachida Dati, ce qui est une chance, je trouve. Mais vous pourrez l'imaginer et tirer la gueule. Vous verrez pourquoi je parle de Rachida Dati et comment le ton du film ne sied pas du tout à la présence de ministres. Ça qui est très intéressant, ce décalage. Il était très, très loufoque. Complètement. Juste pour rajouter 2-3 petits trucs, si comme moi vous êtes fan du travail de Martin Jova, que vous avez eu l'occasion de découvrir aussi ses courts-métrages, il y a beaucoup de choses dans le film qui vont vous faire penser à son travail, que ce soit son tout premier court-métrage Vacances à Chelles, où est-ce que tu as des plans sur les voitures qui sont exactement les mêmes qu'il va refilmer ici, ou même des personnages, des manières de filmer les maisons dans Le sang de la veine. C'est ça que je trouve très, très agréable chez Martin Jova, c'est qu'il a beau être très jeune, il a beau avoir quelques films, il a une œuvre ultra cohérente. C'est que vraiment il a une patte, que ce soit dans sa lumière, que ce soit dans sa direction d'actrice, que ce soit dans son écriture, que ce soit dans la manière de filmer aussi les zones périurbaines, encore je reviens là-dessus, qui sont très visibles, très marquants, et c'est ce qui fait que je trouve que le film a un charme incroyable. Et puis bon, je sais pas trop pourquoi il fait ça, mais c'est un truc que j'adore dans les films, quand il y a des changements de ratio. Le film change plusieurs fois de ratio. C'est vrai. J'étais pas sûr au tout début. À un moment je me dis, est-ce que c'est mon œil qui me trompe ou si c'est vraiment le cas? Donc j'y ai prêté, et oui, quand c'est des scènes intérieures et quand c'est des scènes extérieures, c'est pas exactement le même ratio. C'est pas grand-chose en termes de mise en scène, mais en fait, la liberté qu'il a dans l'écriture, on le retrouve également dans certains aspects de la mise en scène. Alors c'est pas une mise en scène révolutionnaire, mais on sent que il se fait plaisir à la caméra, il se fait plaisir avec le montage, et du coup ce plaisir est ultra communicatif. Oui, c'est ça qui est intéressant, je te rejoins là-dessus, quand c'est la liberté qu'il a dans sa mise en scène. Ouais, liberté, c'est le mot qui correspond. Ouais. Moi, je ne fantasme pas du tout quand il y a des changements de ratio ou des gestes comme ça, quand ils sont faits sans fond derrière, sans intérêt autre que de faire un coup pour montrer ce dont on est capable, ça m'intéresse pas trop. En revanche, là, quand c'est simplement de la liberté pure et de se dire tiens, à tel plan tel ratio va mieux aller, etc., c'est plutôt chouette. C'est le nouveau Godard, on peut le dire. Alors quand même pas, n'allons pas jusque là. Non, le nouveau Godard, on le voit demain, justement. La nouvelle vague de Linklater. Exactement. Bon, écoutez, ça fait faire une demi-heure. Moi, j'ai du montage à faire parce qu'il y a 1h30 et je dois le boucler pour avant 5h. Merci Clément d'être revenu avec nous. Eh ben, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir écouté. On espère que ces épisodes continuent de vous faire plaisir. Un petit bonjour à Karine qui les écoute chaque jour et qui me fait des retours. Et merci Karine pour cela. Voilà, on espère qu'on vous aura donné envie de découvrir la petite dernière, dont d'ailleurs qui passe dans certains pâtés pour les derniers jours de Cannes. Donc n'hésitez pas à voir si autour de vous le film va être diffusé. Et Baise en ville, écoutez, Baise en ville, on croise les doigts pour une avant-première à Toulouse pour que je puisse avoir une interview avec notre cher Martin. Et en attendant, c'est un film qui a déjà un distributeur, à savoir Le Pacte. Donc ça va arriver et ne vous inquiétez pas, je vais vous en reparler. Voilà, on se retrouve demain pour pas mal de films, mais notamment le Richard Linklater. On a très hâte. Et on est un petit peu méfiant, mais écoutez, Linklater nous a prouvé plus d'une fois que c'était un très bon cinéaste, donc on espère que ça sera le cas demain. En attendant, allez voir des films, profitez bien de votre festival si vous y êtes, et de tout le reste si vous n'y êtes pas, et des bisous, salut! Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.